qui est aujourd'hui incarcéré, qui était chargé, dit-on, de m'initier dans les cercles et de permettre à ce que je sois vu comme tout le monde, comme tous les autres jeunes de l'époque, et que je n'eusse pas à prendre des initiatives par moi-même, à dépenser de l'argent. Ça fait que quand j'ai ouvert ma radio, d'ailleurs pour ouvrir ma radio, FM Liberté, j'espère que je fais vraiment court parce que je suis en train de rentrer au cœur des problèmes. Pour ouvrir ma radio, étant donné que j'avais démissionné pour des raisons qui faisaient que je n'avais plus les amis d'autrefois. Alors pour ouvrir ma radio, je suis allé supplier un homme qui était proviseur au lycée Leclerc. Il était le suppléant de l'ancien délégué du gouvernement à Yaoundé à Mugunoma, et il s'appelait Augustin Edjoa. Je lui avais expliqué, il m'avait dit oui, ces gens-là, ils sont comme ça, ils veulent compromettre tout le monde, tous les jeunes. Moi-même, je n'arrive pas à devenir député parce que je n'arrive pas à faire certaines choses. Bref, il m'avait tenu un bon discours. Et je lui avais dit que vu que lui, il est quand même du RDPC, je voulais qu'il me soit comme un paravent pour que je puisse obtenir au moins la tolérance administrative pour pouvoir ouvrir ma radio. Il a dit oui. Alors, pendant que on a pu obtenir la tolérance administrative pour ouvrir la radio. On m'a donné une fréquence 91.4. J'ai monté le dossier à travers mon directeur technique à l'époque, Eric Eva, qui est le directeur actuel de Sky One Radio au Cameroun. Et puis, j'ai commencé à monter la radio. Je suis rentré en Europe. J'ai commandé tout le matériel. J'ai voyagé avec le matériel par avion, pas par bateau, tout le matériel de la radio. Mais sachant que j'avais les problèmes au Cameroun, j'ai fait dédouaner tout mon matériel à travers l'agence Dynamis, Cynthia que je salue, qui est propriétaire d'une agence de transit à l'aéroport de Marignane à Marseille. Elle avait dédouané mon matériel et d'ailleurs elle m'avait découvert qu'elle pouvait me rembourser la TVA à plus de 2500 €. Et donc, on m'avait livré mon matériel à la maison, convoyé par un officier de police en service au fret de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Ce détail est important parce que tu vas comprendre qu'on m'avait arrêté et on m'a déféré en fou à cause de ce matériel-là. Donc, je suis rentré au Cameroun et quand je rentre au Cameroun... Mais pourquoi on te défère? J'y arrive. Je suis rentré au Cameroun, j'ai monté la radio. Quand la radio a commencé à émettre, à peine la radio commence, on a nommé mon partenaire qui m'avait fait de paravent pour qu'on me donne une autorisation provisoire d'émettre. Il est bombardé de proviseur à ministre des Sports, Augustin Edjoa. Quand il devient ministre, je vais le voir et il me dit de ne pas avoir peur, que lui, il n'est pas dans ces choses-là. Voilà exactement ce qu'il m'avait dit, mais ça n'a pas mis du temps. La radio commençait à prendre beaucoup d'ampleur parce que j'avais passé du temps en Europe pour copier la couleur d'antenne de toutes les radios FM. Je faisais une radio de jeunes, pas de polémique, mais vraiment tranchante, et j'avais pris des jeunes sortis des écoles de journalisme. Alors quand le ministre me convainc que je n'aurai pas de problème, je lui dis, bon d'accord, moi j'ai toujours eu quelque chose avec les ministres. Vous les aînés, vous n'aidez pas les gens dans ce pays apparemment. Moi, je vais parler de tes activités et toi, tu vas m'aider à payer les salaires. Mais mon personnel, il gagne 50 000, 100 000 par là. C'est vraiment pas grand-chose. Il m'a dit, d'accord, on a commencé à travailler, mais cela n'a pas empêché qu'un soir, je reçoive une délégation de 4 vieillards, 4 personnes âgées, avec à leur tête le maire de la ville de Mfou à l'époque, un certain Roger Bellinga. Ils sont venus, professeur Aimé Boni, ils sont venus dans mon bureau. J'ai appelé ma secrétaire Salomé, j'ai appelé quelques ténors. Il y avait Stéphanie, la fille du ministre Edjoa, qui était responsable marketing. Il y avait une Arlette, je cite seulement les prénoms, qui était responsable financière. Il y avait Eric Eva. Il y avait un certain Max Amadou qui est au Cameroun. Il y avait plein de gens là que je considérais quand même comme les ténors dont je m'entourais pour la bonne marche de ma radio. Alors, qu'est-ce que ces gens m'avaient dit? Ils m'avaient dit que je faisais beaucoup d'efforts, que j'étais brillant, que tout le monde est impressionné par ce que je suis en train de faire comme révolution dans le paysage audiovisuel, parce que j'avais pour ambition d'ouvrir Télé Liberté après Radio Liberté.
et certainement un magazine People parce qu'il n'y avait pas encore Internet à l'époque au Cameroun. Et donc, il m'avait dit que j'avais dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Il louait mes efforts, mais que je devais regarder autour de moi parce qu'aucun de ceux qui avaient investi comme ça n'avait investi de sa propre poche. Que pour moi, il suffisait d'adhérer aux plateformes avec des aînés, je n'allais pas le faire. Et puis, il conclut en me disant, il n'y a aucun projet grand sans sacrifice humain. Ça, c'est ça qui a tout gâté cette soirée-là. Il m'avait dit qu'il n'y avait aucun projet grand sans sacrifice humain. Et pour moi, j'étais glacé. Je leur avais répondu tout de suite, mais alors, sacrifice humain, ça veut dire quoi? Ils ont commencé à me prendre les métaphores de quand vous voyez les routes passer, une route ne peut pas passer sans que quelqu'un ne meure, pour qu'on fasse la nivaquine, pour qu'on trouve le médicament, un vaccin, il faut que des gens meurent. Donc, pour que cette radio-là, quand j'ai commencé à leur répondre sèchement que ça ne marchait pas, que je n'étais pas prêt à poursuivre la discussion, ils sont passés aux menaces pour me dire que de toutes les façons, j'avais embarqué tout un ministre dans ce projet et que je devais me comporter selon la volonté du ministre et que en plus, je n'avais pas de code pour me battre contre le ministre. Je leur avais dit... Jean-Claude, tu as dit que le ministre, comment il s'appelle encore? C'était le ministre Augustin Edouard, qui était proviseur au lycée Leclerc et qui est passé de proviseur à ministre des Sports directement. Il est encore vivant? Il est vivant. Moi, je parle que des vivants. Il ne me plaît pas d'accuser les morts parce que je ne suis pas lâche. Et donc, alors quand on me l'avait dit, j'étais impressionné et je leur avais dit que non, je n'étais pas prêt à faire ce qu'ils faisaient de toutes les façons, que ma radio m'appartenait, tout le matériel était là, portait toutes les factures, était à mon nom. J'avais acheté le matériel de ma radio sans publicité dans une boutique à Marseille qui s'appelle Les Docs de la musique. C'est que tout le monde peut retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que si je frappe à cette porte, malgré que ça soit passé il y a 21 ans, je suis certain qu'ils peuvent me ressortir mes factures. Et donc, alors, lorsque j'ai dit ça, ils ont menacé et ils m'ont dit que de toutes les façons, ça ne va pas continuer comme ça. Le lendemain, j'ai reçu le rouleau compresseur s'est mis contre moi, c'est-à-dire exactement comme ils avaient quand Samuel Eto'o tenait tête aux membres du gouvernement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le lendemain, j'ai reçu une lettre du ministre de la Communication, Ebenezer Njomwele, qui me demandait d'arrêter d'émettre et que la fréquence que les services du ministère de la Communication m'avaient octroyée, 91.4, on m'avait dit que cette fréquence appartenait à l'armée et que je devais donc cesser d'émettre. J'ai d'abord continué d'émettre et puis j'ai commencé la diplomatie. Je suis allé, j'ai rencontré M. Mvoto Obounou à l'époque, qui était le directeur de la communication des médias, ainsi de suite. Il m'a dit que ça ne dépendait pas de lui, qu'ils avaient reçu de très hautes instructions pour qu'on ne me laisse pas avancer. Et il m'avait dit que j'étais certainement têtu parce qu'on ne désobéit pas aux aînés. On m'a envoyé un homme de médias qui a, avec une télé privée, qui a pignon sur rue et qui est aujourd'hui incarcéré pour des questions de meurtre d'un journaliste et qui m'avait dit que de toutes les façons, si je continuais à tenir, je n'allais jamais rien faire au Cameroun. Amougou Belinga, voilà. Et que je n'allais jamais rien faire au Cameroun si je continuais à tenir tête à des aînés. Pendant que j'étais là, j'avais commencé à avoir des mouvements bizarres. J'ai reçu des gens de la DGRE qui ont tenté de venir m'enlever, mais qui sont venus un vendredi soir pour m'enlever et je leur ai dit d'accord de me laisser juste le temps de boire un verre d'eau et de passer un coup de fil et vraiment en 5 minutes j'ai démarré ma voiture, j'ai disparu, je suis allé garer la voiture loin à Mimbouman et j'ai filé en éteignant mon téléphone. Je suis allé me cacher chez une copine à l'époque qui était stagiaire dans un cabinet d'avocat. J'ai passé la nuit chez lui. On a envoyé la PJ, les policiers de la PJ m'ont cherché tout le week-end pour m'arrêter et me mettre en cellule. Mais alors, c'est pendant le week-end... Mais attends, Jean-Claude, à ce niveau-là, pour quelle raison? Quel était le délit commis? On peut encore comprendre que Martinez Zogo dérangeait par ses dénonciations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu as évoqué le nom de
Bon, comme il y a écho, quand je te pose la question, je te laisse un peu descendre parce qu'apparemment, les gens disent qu'il y a écho quand nous sommes deux. Voilà. Donc, Martinez Ogo, on peut comprendre que Martinez Ogo dérangeait le système, dérangeait certaines personnes. Et là, toi, tu nous as cité le nom d'Amougou Belinga. Donc, à l'époque, je pense qu'on est dans les années, tu as dit 2004, 2005, 2006 peut-être, tu vas préciser. Amougou Belinga était déjà dans le circuit malveillant, puisque tu as cité son nom. Et en 2023, Martinez Ogo disparaît. Disparaît et est allé liquider comme nous connaissons parce que il mettait en danger les intérêts des oligarques camerounais. Alors toi, à cette époque-là, ben, tu dérangeais qui? Tu avais ton argent, tu avais ton investissement, tu as commencé à y mettre. En plus, ta ligne éditoriale n'était pas pour dénoncer, je suppose, sauf si c'est le cas, tu vas nous dire. Alors, quel était le problème pour que, à l'époque déjà, que nous ayons affaire à un régime aussi violent qui était prêt à liquider tous ceux-là qui, un, ne baissaient pas la culotte et deux, voulaient prospérer sans dépendre d'eux. D'accord. Alors, là, je suis obligé de faire un petit pas en arrière. Il se trouve que justement, quand je démissionne, quand les pressions sur l'adhésion à des cercles ésotériques, à l'homosexualité mystique, ça commence effectivement à peser sur mes épaules, je démissionne de tous les médias où je travaillais au Cameroun et je ne démissionne pas en silence, j'écris une lettre, mais fracassante, qui fait la une des journaux. Mais il y avait au moins à l'époque 7 journaux qui avaient titré à la une. Il se trouve que ma lettre arrive au moment où Amougou Belinga venait de faire une opération de chantage à plusieurs personnes de ses cercles en publiant le fameux top 50 des homosexuels. Alors, il utilise ma lettre pour dire, voilà, vous avez dit que je ne dis pas la vérité, voilà un cas patent. Et il me met à la une, à l'époque, il était bi-hebdomadaire. Il me met à la une mardi que voilà, ils sont en train de vouloir tuer un jeune. Et après ça, il a été appelé par un ancien directeur général. Il était directeur général d'une grande société d'État à l'époque. Il est ministre des Finances aujourd'hui. Il a reçu beaucoup d'argent. Il s'appelle Motazé. Voilà. Le jeudi qui suivait, Amougou Belinga qui m'avait mis à la une du journal L'Anecdote le mardi, en publiant l'intégralité de ma lettre, il me remet à la une de son journal le jeudi pour dire harcèlement, ce que Jean-Claude Mbédé ne dit pas. Et il tire correctement à boulet rouge sur moi. C'est comme ça que les retournements commencent à arriver et cette lettre-là crée beaucoup d'inimitié. Jean-Claude, Jean-Claude, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, j'ai l'impression que tu es en train de nous faire des révélations qui font le lien avec l'affaire Martinez Ogo. Parce que voici déjà 2 noms que tu prononces qui sont impliqués, qui sont au cœur de l'affaire Martinez Ogo. Amougou Belinga, Motazé. Donc à l'époque déjà, Amougou Belinga et Motazé étaient des complices. Et étaient complices pour des sales besognes. Est-ce que c'est ce que nous pouvons retenir de ces révélations fracassantes que tu es en train de nous faire? C'est exactement cela, puisque je le dis et je le répète depuis, sauf que depuis une vingtaine d'années que j'en parle, je n'ai reçu que des insultes de la part des Camerounais. J'ai dû supporter des insultes pendant une dizaine d'années parce que quand je commençais à en parler sur les réseaux sociaux, ils envoyaient des gens avec les faux profils pour m'insulter, ainsi de suite. D'ailleurs, je dois dire que j'avais connu Louis-Paul Motazé derrière Amougou Belinga, justement, parce que c'est lui qui m'appela pour me dire que Louis-Paul Motazé voulait me parler. Tout ceci, c'était pour me convaincre qu'en côtoyant leur cercle, je pouvais devenir un journaliste très important. Et donc, c'est justement pour répondre à ta question. Et c'est le fait que je leur ai dit que je n'en avais pas besoin. Parce que le jour où je sortais du bureau de Louis-Paul Motazé, c'est lui qui m'a filé le premier million de francs de ma vie. Non? Et je lui en suis toujours reconnaissant parce que je n'avais jamais touché une liasse d'1 million.
tout jeune journaliste que j'étais, je me contentais de mon petit travail, ainsi de suite. Donc, c'est donc ma têtudesse qui devient la porte ouverte pour les persécutions qui vont suivre. Et donc, quand j'écris ma lettre, ça veut dire qu'effectivement, je déclare la guerre au réseau qui était à Yaoundé en 2004, qui était en train de recruter dans toutes les sphères, les strates de la société socio-professionnelle du Cameroun, des avocats, de jeunes médecins, parce que la société camerounaise a complètement périclité à partir de 2004, lorsque le président Biya a décidé de faire appel à tous les jeunes à qui il avait donné des bourses et qui les a nommés au gouvernement en se débarrassant au passage de tous ceux qui étaient les hommes d'État, les Kongchu Komeyi, Akamon Fumu, Poko Sindumbe, ainsi de suite. Tout cela ont été mis à l'éteignoir par de jeunes loups avec lesquels le président Biya comptait gouverner jusqu'en 2011 pour pouvoir sortir honorablement et qui malheureusement, depuis qu'ils sont arrivés aux affaires, ont rapporté les sectes, les loges, l'homosexualité, le lesbianisme mystique, ainsi de suite, et quiconque n'en fait pas partie devenait de recherche leur ennemi et ils ne pouvaient pas accepter que quelqu'un comme moi qui travaillait à la fois pour STV, Radio Vatican, La Voix de l'Amérique, ait autant de puissance sans quelqu'un qui m'ait initié. Et d'ailleurs, l'initiation, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce qu'on m'avait fait et tu vas comprendre tout à l'heure quand je parle du Cameroun qui m'aide à partir du Cameroun à fuir. Donc là où on s'est arrêté, là ils m'ont demandé de fermer, je n'ai pas fermé ma radio. J'ai continué à vouloir parlementer pour essayer de négocier un tout petit peu pour partir. C'est là où le ministre de la Communication m'envoie une lettre pour fermer ma radio. J'ai dû fermer. On m'a dit que j'occupais la fréquence de l'armée, 91.4, et on m'interpelle. Et là, j'organise un tout petit peu ma fuite. Et pendant le week-end, mon ami qui était une stagiaire chez les avocats m'amène chez son oncle qui était un haut cadre de la Cour suprême et qui a d'ailleurs été assassiné une fois que je suis parti du Cameroun parce que c'est lui qui avait appelé le président du tribunal de Mfou pour s'enquérir de la situation parce que le mandat d'amener et d'arrêt que les gens avaient apporté avant que je ne m'échappe au bureau, c'était pour qu'on me présente près le tribunal de Mfou en disant que en fait, j'avais sorti, ce qui était écrit là, c'est que j'avais sorti le matériel de ma radio frauduleusement du fret de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalène. Et là, tu te rappelles qu'au début, je t'ai dit que j'avais fait dédouaner mon matériel directement par une agence de transit à Marignane, à Marseille, et que ce matériel m'avait été livré à la maison. Je n'ai jamais été ni de près ni de loin mêlé à une quelconque opération de dédouanement de mon matériel aux frais de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalène. Alors, on m'arrêta. Je m'échappais juste le week-end pour organiser ma défense avec quelques amis commissaires qui étaient là, le commissaire Ebene qui venait de s'enfuir avec le commissaire Zogo qui étaient mes amis à l'époque qui venaient d'aller en exil. J'en avais encore des camarades parce qu'à l'époque on s'était entendu avant que le Cameroun ne soit gâté aujourd'hui qu'il fallait quand même qu'on ait des amis commissaires, des amis médecins, des amis pour qu'on ne soit pas attaqué et qu'on puisse réagir. Donc le week-end j'ai eu le temps de réagir et après que l'ancien procureur, je crois, de la Cour suprême m'est envoyé en fou. Il m'a dit, OK, voilà ma carte de visite. J'ai appelé le président du tribunal. Maintenant, tu vas te présenter à lui avec cette carte également. Il a écrit un mot dessus. Il m'a dit, il faut aller te consigner à la PJ pour qu'on te défère en fou. Lundi matin, je me suis présenté avec mon avocat qui était une très jeune stagiaire à l'époque. On s'est présenté là-bas. Ils ont voulu me menotter et mon avocate s'est vraiment interposée. C'était une fille très, très brave. Elle leur a dit que mais je m'étais consigné par moi-même, on n'en avait pas besoin, que je m'étais comporté comme un véritable citoyen qui respecte les institutions et la justice. Alors, on m'a amené en fou. Je suis resté en fou toute la journée au tribunal. Les coups de fil montaient et passaient. Là, le président du tribunal n'était pas là. Le procureur, une jeune dame, c'était la nièce d'un des ministres qui me créait les problèmes et c'est elle qui était là-bas. Alors, il y a eu des tractations de 10 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir et c'est à 21 heures le soir que finalement, ils ont décidé que malgré tout, j'étais inculpé, mais je devais comparaître libre.
Voilà comment je suis rentré soulagé à la maison. Et quand je suis rentré soulagé à la maison, je suis allé voir l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulke. Il se trouve que le président du tribunal de Mfou, qui était absent, était l'un des petits frères d'Amadou Vamoulke. Et Amadou Vamoulke lui a dit, je connais ce garçon, je voudrais que tu te laves les mains de cette histoire. Et il m'a donc libéré. Amadou Vamoulke m'a dit, bon, tu as un peu de matériel encore que tu as fait là. Ce que je peux faire, comme moi, ici, tu connais mon intégrité, la loi m'octroie la possibilité de te donner un marché de 4,9 millions de gré à gré. Donc, tu me livres quelques matériels que tu as, qui sont encore neufs, et moi, je te les paye. Alors, Amadou Vamoulke a réuni en une journée tous les sous-directeurs, les chefs de service, tout le monde. Ils ont signé, ils passaient chacun de signer le matériel de marché public dans son bureau. Et lui seul savait pourquoi il faisait ça, parce que pour moi, il fallait fuir le Cameroun. Alors, il a fait ça. Et malheureusement, les 4,9 millions, même qu'on devait me payer, la dame Boulou, qui était directeur des affaires financières à la CRTV, elle avait mis le blocus en disant que les caisses de la grande CRTV étaient vides et que, bon, voilà, pour qu'elle me paye les 4,9 millions, il fallait que je lui donne 1,5 million. Ce que j'ai fait parce qu'il fallait que je fuis au Cameroun. Alors, elle m'a donné le reste de 3 millions. Et j'ai mis quelques affaires que j'avais là en hypothèque, comme ma petite voiture que j'ai laissée à Douala. Et puis, j'ai d'abord pris un billet d'avion qui devait partir de l'aéroport de Simalène avec Air France. Je ne me suis pas présenté à l'aéroport. Et puis, je me suis entendu avec la dame qui me faisait les billets d'avion dans une agence. Elle m'a émis un billet d'avion à 2 heures du matin. J'étais déjà à l'aéroport de Douala. Aussitôt, elle a émis le billet qu'elle me l'a envoyé par email et je me suis présenté avec à l'aéroport de Douala. J'avais tellement peur que j'ai pris 50 000. J'ai trouvé l'inspecteur de police qui devait mettre le tampon sur mon passeport. Elle dormait et quand je l'ai vue seule, ça m'a soulagé. Elle-même était surprise de voir que à ce temps-là, je lui donnais 50 000. Je lui disais, mais maman, vraiment, comme tu travailles, il faut tenir ça, c'est bon. Elle a vite fermé la main. Elle m'a mis le tampon. Je suis monté en salle d'embarquement. Moi, je tremblais à grosses gouttes. Je m'envolais vers le Nigeria pour préparer mon exil parce que je ne savais pas où j'allais, mais j'avais un visa européen parce que je venais de rentrer de l'Europe. Et donc, je me suis arrêté dans l'avion. C'est quand je suis entré dans l'avion que j'ai compris que maintenant, je suis en train de fuir mon pays et je laissais mon enfant qui était âgé de 3 ou 4 ans et qui était pratiquement tout pour moi à ce moment-là. Et quand l'avion a décollé, j'étais soulagé. Et aussitôt qu'on a rejoint la vitesse de croisière, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai réalisé que, en fait, je ne savais pas où j'allais. En fait, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'allais dans l'inconnu. J'allais vraiment dans l'inconnu et j'ai commencé à pleurer. J'étais assis à côté d'une jeune dame et elle m'a demandé pourquoi je pleurais. J'ai essayé de lui expliquer. Alors, c'était une fille du Sud-Ouest qui était déjà considérée à l'époque comme une amazonienne et qui venait au Cameroun avec un document de voyage autrichien. Donc, elle venait au Cameroun comme une Malienne et que son document de voyage de réfugié lui permettait quand même de venir au Cameroun. Donc, sa grande sœur avait épousé un policier nigérian. Elle m'a dit, OK, moi j'ai mon vol à minuit. Je lui ai dit, moi je vais m'arranger. Mon vol devrait partir pour Milan à partir de 18h ou 23h. Elle m'a dit, comme on arrive à 6h du matin à Lagos, tu vas aller avec moi chez ma grande sœur. Donc j'ai passé toute la journée là-bas, mais j'ai senti une déchirure. Je fuyais véritablement mon pays pour rien. Sans avoir rien fait, je fuyais mon pays et j'ai dû partir. Et là-bas, l'époux de cette dame qui m'abritait était un policier nigérian. Il m'a aidé avec les formalités sans problème. J'ai pris mon vol, je suis arrivé en Europe et voilà que mon exil a commencé finalement. Ça, je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Jean-Claude, on pourra revenir dessus une autre fois. Jean-Claude, vraiment, là, je suis groggy. Je suis groggy parce que j'ai entendu, mais je pense qu'on va te relancer. Même Ben Modo va peut-être relancer, il connaît certainement cette histoire, mais il faut que le peuple comprenne en fait dans quel pays nous sommes. Et nous sommes en plein dans le bilan
de 43 ans de pouvoir. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans une affaire où, quoi qu'on dise, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans une communication, dans un de mes posts, c'est que ce que nous voyons là, ce n'est pas le hasard. Si on voit qu'on ne peut pas rendre les résultats d'une élection après 48 heures, 72 heures, mais il faut 2 semaines, ce n'est pas par hasard. Monsieur Paul Biya a construit la pauvreté, le sous-développement du pays, où il n'y a pas de route, où pour partir d'un village pour la ville proche, vous allez mettre 24 heures, 48 heures, alors qu'en réalité, on devrait mettre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Quand vous vous rendez compte que au Cameroun, il y a des coins et des recoins, même dans les capitales, qui sont plongés dans l'obscurité parce qu'il y a coupure d'électricité. Internet, c'est une denrée rare. Vous savez qu'en Occident, Internet ne coûte rien. Avoir un package mensuel, ça ne coûte rien. Au Cameroun, ça prend au moins la moitié des revenus des gens qui n'ont pas de l'argent parce que ça coûte cher. Quand vous vous rendez compte que l'administration camerounaise n'est pas informatisée, tout est encore manuel, Paul Biya peut et aurait pu et a eu le temps justement de moderniser un pays. Mais on va vous vanter le fait que le sous-sol est préservé. Ça sert à quoi de préserver un sous-sol pour que les gens vivent dans la pauvreté? Le sous-sol est là justement pour permettre aux gens d'être riches. Mais on va vous dire qu'il préserve le sous-sol. Donc voilà comment est-ce que on construit une pauvreté à effet de perdurer, de s'éterniser au pouvoir. Donc, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui, chers auditeurs, M. Ben Modo, que vous connaissez très bien, le patron de Prime Potomac, cette entreprise de construction qui a participé à l'effort national pour que la CAN au Cameroun soit une CAN réussie. Mais Dieu seul sait que ça n'a pas été facile pour lui. Et d'ailleurs, je pense qu'on lui donnera aussi le temps, de manière ramassée, de nous dire, de nous raconter cette histoire. Parce que cette histoire-là aussi, que M. Ben Modo a subi, participe à l'échec d'un régime qui nous dit, on l'a appris tout à l'heure et on en parlera, que 60% des électeurs ont choisi la misère, ont choisi la décrépitude, ont choisi la pauvreté, ont choisi de rester dans le chaos. Ça, c'est ce qu'officiellement on nous dit. Or, nous savons que ce n'est pas vrai. Donc, nous parlerons de tout ça. Donc, nous accueillons avec plaisir M. Ben Modo. Alors, Ben Modo, bon, ici, là, on est en famille. Hein. Le peuple camerounais est uni aujourd'hui. Donc, on se tutoie. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, je suis heureux de savoir qu'au pied levé, tu as accepté de venir accompagner ton frère, notre frère, Jean-Claude Mbédé. Et tu nous parleras aussi de ta perception de cette élection et comment est-ce que tu vois l'avenir demain. Qu'est-ce que nous devons faire? Ben, tu as la parole. Alors bonjour, professeur. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Ben. C'est bien de vous voir là. Bon, je sais, Aimé, que j'ai manqué un rendez-vous déjà, et donc il n'était pas. Lorsque Jean-Claude m'en a parlé, il n'était pas question pour moi de manquer cela, et donc je lui ai immédiatement dit que je serais là. J'étais en train de converger vers Houston, dont la réalité étant que j'ai passé quelques jours quelque part et que il fallait revenir, même s'il faut repartir demain. Alors, l'élection présidentielle au Cameroun, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, c'est une mascarade, comme tu as dit tout à l'heure. Et il n'y a pas un autre mot pour cela. Et M. Biya a proprement, il a volé cette élection. Je ne sais pas si cette expression-là se dit comme cela, mais le monsieur vient de truquer une élection qu'il a perdue devant la face du monde. Alors, on savait qu'il allait perdre cette élection. Il a perdu cette élection. On savait que le peuple camerounais était fatigué de M. Biya et de son régime. Et le peuple camerounais a effectivement montré qu'il était fatigué de M. Biya et de son régime.
Seulement, M. Biya a trouvé ou alors est en train de trouver le moyen de rester au pouvoir. Et ce matin, j'ai parlé d'abord avec Jean-Claude et puis quelques minutes plus tard en vérification. C'est désormais clair qu'il n'y a plus de débat. Donc, M. Biya a truqué l'élection. Le résultat qui est en train de sortir de là-bas, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'OFSNC a décidé de partir de la salle, parce qu'il n'était pas question de cautionner une telle mascarade. Et là, les Camerounais n'ont plus qu'une seule solution, il n'y en a pas deux. Qu'on se le dise et qu'on se le dise clairement. Le temps du bavardage est fini. Donc là où nous sommes, ce n'est plus le bavardage. C'est que le peuple camerounais doit sortir et il doit sortir en masse. Et il doit sortir partout. Parce que c'est ce que ça prendra pour que le régime Biya soit déposé. Parce qu'on a un régime illégal, quelqu'un qui est allé aux élections, a perdu les élections, décide de confisquer le pouvoir au détriment du vrai président, M. Issa Chiroma Bakary. Donc, dans ces conditions, le peuple n'a plus une autre option. Il n'y en a plus. Alors, j'ai parlé à quelques amis du côté international. Eux, ils sont clairs dans leur manière de penser. Eux, ils disent, nous ne viendrons pas lutter votre bagarre à votre place. Commencez, nous allons vous rejoindre en route. Donc, il est question, là où nous sommes, que le peuple camerounais se lève. On a vu ce peuple se lever. Mais on l'a vu se lever il y a quelques jours, le 12 octobre, où le peuple est sorti, le peuple a surveillé son vote, le peuple a fait ce qu'il fallait faire, mais malheureusement, le peuple a en face des personnes d'une stupidité quand même étonnante. Parce que comment on peut penser en plein 3e millénaire qu'on peut voler une élection comme celle que ce régime est en train de vouloir voler devant la face de tout le monde? On a vu des résultats bureau par bureau, comment le peuple en joie clamait je ne sais pas quoi dire, son extase devant la victoire de son président, M. Chiroma. Mais il y a un groupe de personnes, quelque part à Yaoundé, qui pensent qu'ils pensent pour tout le Cameroun. Ils se disent qu'ils sont plus intelligents que tout le Cameroun. Alors, comme moi j'ai dit à l'un d'eux hier, le tour-ci, on va seulement tomber à terre. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire cela. Et il faut que le peuple camerounais le comprenne. Que ceux qui écoutent sachent, il n'y a pas une autre solution. Il n'y a plus à attendre le 26, parce qu'on dit, bon, voilà, il faut attendre le 26 pour que A se fasse ou que B se fasse. On n'a pas besoin d'attendre le 26. Le peuple camerounais, partout là où il se trouve, doit mettre fin à cette forfaiture. Et chacun doit le faire avec courage, avec détermination, en sachant que c'est de sa famille dont il s'agit. C'est du futur de son pays dont il s'agit. C'est de son futur à lui-même qu'il s'agit. Donc, que chacun se lève et que chacun intervienne pour que le Cameroun change. Et le Cameroun va changer. Parce que je pense que si le peuple camerounais se lève, M. Biya, M. Ngongo et les autres seront très légers. Ok. Alors, très bien. Donc, si je comprends bien, en réalité, cette nouvelle qu'on attendait quand même un peu, parce qu'on ne voit pas comment ces gens-là
qui savent que, en fait, ils jouent même leur survie. Ils savent quel est leur passif et ils savent que, parti du pouvoir, malheureusement, beaucoup d'entre eux seront plutôt en extrême difficulté. Donc, ils jouent leur va-tout. Un peu comme un chien enragé dans une cage qui n'a pas d'autre solution que d'essayer de mordre pour... Voilà. Donc, doit-on dire, Jean-Claude, parce que je pense que c'est ce que Ben est en train de nous dire, doit-on dire que, en réalité, ce n'est pas une nouvelle qui devrait nous surprendre. Deux, que paradoxalement, c'est même une bonne nouvelle parce que ça permet au peuple aujourd'hui qui a donc le bon prétexte démocratique de faire sa révolution. Doit-on dire qu'en fait, à quelque chose malheur est bon et que c'est maintenant que le game commence même? Est-ce que tu le diras? Alors, c'était à moi ou à Jean-Claude? Alors, Ouais, non, je en fait, crois que là, si Ben, Ben, si tous les deux vous fermez votre micro, je crois que l'écho il n'y aura plus d'écho, je oui, crois. ce que je vais dire, en fait, Jean-Claude, tu vas attendre que Ben, parce que Ben, j'ai cru comprendre que c'est ce qu'il était en train de nous dire. Donc, il nous confirme ça ou pas, et après, toi, tu vas développer. Oui, il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est cela, c'est le peuple doit prendre la rue maintenant. Le régime Biya vient de donner au peuple camerounais une opportunité immense de se libérer et de se libérer de la plus belle des manières. Que le peuple fasse sa révolution et que ce peuple décide de changer son pays. Donc voilà un peu ce que je pense à ce sujet. Jean-Claude, à toi donc le micro pour que tu nous expliques comment tu interprètes cette nouvelle qui nous vient de Yaoundé. Alors, la première chose, on se l'a dit en off, je pense que il y a une bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est ce que nous disions et qui nous a valu d'être diabolisés au cours de ces 3 dernières semaines de campagne, au cours desquelles nous avons décidé d'adhérer au projet de M. Issa Chiroma. Et cette campagne de diabolisation qui tenait lieu de propagande et de béatification des gens qui sont des bandits en fait, qui sont là au Cameroun, et le mot n'est pas très fort, c'était de dire que tout ce que nous disions était du fake. C'est-à-dire, ils ont réussi l'exploit de faire penser que tout ce que nous disions relevait du fake. Depuis dimanche, tout ce que nous avons branché comme chiffres, qu'on a brandi comme chiffres, était contesté par le camp de ces gens. Jusqu'à la nuit dernière, quand nous répétions que le président Issa Chiroma avait une avance considérable qui avoisinait le million de voix d'écart avec ses suivants immédiats, on a été traité également de manipulateur. Et on disait que non, il n'y avait pas de voix, mais j'étais surpris que ce matin, aux premières lueurs de la matinée, sûr de ce qu'ils étaient en train de vouloir faire, à savoir tripatouiller les procès-verbaux, parce que Ben va certainement rentrer dans les détails, quand tu sais que ils ont tout fait une sorte d'opération électorale, une chirurgie électorale, voilà, une sorte de chirurgie électorale qui a consisté à opérer ici et là pour voir dans quel département. Mais sauf que ces gens, ils ont quand même réussi l'exploit de nous dire que dans certains départements, au Nozo, Paul Biya a eu 98 ou 100%. Je crois que nos frères et sœurs des régions du Nord et du Sud-Ouest qui, dimanche dernier, ont surpassé leurs difficultés, se sont surpassés humainement, ont surpassé leur douleur, leur pauvreté,
les violences, la misère dans laquelle ils ont été englués, ils ont surpassé tout ça pour aller aux urnes, dans un pays qu'ils ne voulaient plus. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, les frères et sœurs du Nozo ont décidé de revenir dans la République et le régime de Yaoundé n'a pas été, pardonnez l'expression, fichu de prendre en considération le fait que les citoyens soient allés aux urnes de ce côté-là. Non seulement ils ont volé leur vote, mais encore ils ont pris ce vote pour le donner à leur bourreau, pour dire qu'ils ont voté pour Paul Biya. Je crois que c'est une très, très mauvaise nouvelle. Et je crois que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la paix dans notre pays. Et donc, quand je parlais de très mauvaise nouvelle, c'est parce que justement, ces gens, ils ont détourné le vote. Ils ont volé le vote des Camerounais. Ils l'ont volé de manière éhontée. Ça nous permet, et c'est ce que je disais dans une vidéo, que ces gens, pour eux, la loi, c'est eux. Le Cameroun, c'est eux. En fait, la loi, c'est pour nous, les pauvres. C'est pour nous, petites gens du bas monde. Ils n'ont rien à faire avec la loi. La loi est à leur service, autant que l'armée, autant que tout. Mais en fait, je crois que c'est cette folie qui a perdu la plupart des dictateurs dans le monde. Et crois-moi, on a fait le pas tout à l'heure. Je le dis avec la conviction qui m'anime pour avoir été dans des pays où il y a eu des révolutions, pour dire que c'est cette folie qui a perdu les gens. Et dans mon village, on dit souvent que quand un tam-tam commence à résonner trop fort, ça veut dire qu'il va bientôt se crever. Et attention, quand il se creve, les doigts de quelqu'un risquent de rester intercalés au milieu. Jean-Claude, j'ai une question à vous deux. Et je vais faire ici peut-être l'avocat du diable. C'est vrai qu'il y a tricherie. C'est vrai que les résultats qui vont sortir sont des résultats fabriqués. Toi, Jean-Claude, qui a parcouru quand même le monde, et tu sais à peu près comment le processus électoral se passe ici et là, j'ai l'impression que le modus operandi dans plusieurs de ces pays-là, c'est que c'est arrivé à la chambre de proclamation qu'on décide que, bon, c'est lui qui a gagné. Et voilà, un peu comme ça s'est passé en 92 entre Paul Biya et Issa Chiroma. Mais j'ai l'impression que le Cameroun a une particularité. Et que dans cette particularité-là, le peuple, une partie du peuple, est lui-même responsable de ce qui lui arrive. Parce que regardez un peu ce qui se passe. On a vu des vidéos, ci et là, où on voit des Camerounais. Pas des Camerounais d'en haut. Pas le frère de Ngongo ou la sœur de Chantal Biya. On voit des Camerounais, quand tu vois un Camerounais, tu sens que c'est quand même un pauvre type qui est représentant de l'ECAM quelque part, mais il a du mal à joindre les deux bouts. Et c'est ces Camerounais-là qui fraudent, falsifient, peut-être pour avoir reçu qui 500 000, qui 10 000, qui 20 000. Donc, c'est-à-dire que nous arrivons au conseil, je ne sais pas comment on appelle l'organisme là, où ils sont actuellement, avec des PV qui sont falsifiés. Mais falsifiés par des êtres humains, pas des Camerounais. Et des Camerounais qui sont nos frères, nos sœurs, les gens d'en bas. Comment on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut être arrivé au point où le peuple qui souffre est lui-même complice de son bourreau? Comment vous interprétez ça sur le plan sociologique, Ben? Alors, moi, je pense que le problème n'est pas le peuple d'Amérique. Vous savez, l'exemple vient toujours d'en haut. Si vous voulez éduquer des enfants, vous leur dites, voici ce qu'il faut faire, et vous le dites en leur montrant ce qu'il faut faire. Si vous leur dites, on ne fait pas ça, et ils vous surprennent chaque fois en train de faire ce que vous dites qu'il ne faut pas faire, alors ces enfants-là vont arriver à la conclusion qu'en réalité, on parle seulement, mais on ne fait pas ce qui doit être fait. Et c'est ce qui arrive au Cameroun, c'est que il y a au sommet de l'État une sorte d'agglomération d'incompétence et de médiocrité, je pèse mes mots quand je le dis, qui fait en sorte que
au lieu qu'on soit dans un pays où on célèbre la performance, où on célèbre le succès dans ce que nous faisons, on se retrouve dans un pays où ce qui est célébré, c'est plutôt la médiocrité, c'est plutôt l'à peu près qui est célébré, et le plus important devient donc, il y a des personnes qui se retrouvent en train d'être adulées quand ces personnes ne devraient pas. Et c'est ça qui crée une autre classe qui est clochardisée et qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle est construite dans cette classe. Parce que la réalité est simple. Si vous créez un pays où tout le monde peut trouver un travail, vous perdez vos moyens. C'est-à-dire que demain, vous n'avez pas la possibilité de venir dire à quelqu'un faites ceci ou alors je vous fais cela. Parce que le gars, il a son travail, il a sa famille, il peut prendre soin de sa famille, il ne dépend pas de vous. Et l'État du Cameroun, le régime de M. Biya, s'est arrangé à avoir un pays où, pour avoir quelque chose, il faut être l'un des leurs. Et ça fait en sorte que le plus petit du peuple ne peut que céder lorsque il se retrouve dans des situations comme celles dans lesquelles certains des Camerounais se sont retrouvés. Donc, tout est mauvais dans le modèle de la société, le modèle de management de la société. Et ce modèle-là victimise les Camerounais. On met les Camerounais dans une situation où, en réalité, il n'y a pas un autre résultat qu'on peut espérer. Parce que lorsque vous affamez, c'est un peu comme si vous aviez un prisonnier, vous l'avez torturé, vous l'avez affamé pendant 10 jours. Lorsque vous arrivez le 11e jour et que vous lui dites que vous l'aimez, et c'est pour ça que vous allez lui donner un verre d'eau, le monsieur, il croit vraiment que vous l'aimez parce que vous lui avez donné un verre d'eau. Le syndrome de Stockholm. Donc, il oublie carrément que vous êtes celui qui l'avait gardé assoiffé pendant tout ce temps. Et il se surprend en train de penser que pour lui, vous êtes un héros parce que vous lui avez donné un verre d'eau, peut-être un demi-verre d'eau. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Il y a donc une tranche de la population qui se retrouve en réalité obligée de penser d'une certaine manière. Mais heureusement, ce que nous avons vu le 12 octobre, c'est un peuple camerounais qui n'est pas perdu. Et c'est là où M. Biya et son gang ont mal calculé. C'est qu'ils avaient négligé la résilience du peuple camerounais. Ils s'étaient dit qu'ils avaient réussi à tuer tout espoir dans le peuple et que les choses se passeraient comme elles ont l'habitude de se passer. Sauf que cette fois, le peuple a dit non, nous ne sommes pas autant finis que vous pensez, nous allons nous lever et nous allons faire ce qui doit être fait. Donc, cela s'est passé, on l'a vu, on a vu le peuple camerounais se défendre, et je pense que ce peuple-là a les moyens de sa politique. Je pense que ce peuple, dans les jours qui viennent, va montrer à ce régime qu'il n'est pas fini, que ce peuple n'est pas fini. Et ça, c'est la deuxième miscalculation, je ne sais pas si on dit le terme en français, mais c'est le miscalculation qui entre là, où on a un régime qui pense qu'il maîtrise son peuple, pourtant il ne le maîtrise plus. Et vous verrez dans les jours qui viennent, quand des centaines de milliers de Camerounais prendront la rue, vous verrez ce régime tomber comme un château de cartes. Parce que ils savent qu'ils sont illégitimes et le peuple, en quelques jours, ira leur prouver qu'ils sont illégitimes. Mais Ben, et là aussi je relance Jean-Claude, j'avoue que pour moi, c'est un film surréaliste. Parce que nous avons d'un côté
l'histoire du monde, l'histoire des dictatures. Il n'y a aucune dictature éternelle. Elles finissent toujours par s'effondrer et on sait de quelle manière. Des exemples sont légion. Et je pense que le dire, ce n'est pas prendre quelque chose à cela. C'est-à-dire Ngongo, Chantal Biya, Grégoire Ona et consorts. Il y a ça. Il y a un peuple qui était presque endormi et on avait les expressions. Je veux voir mes enfants grandir. Viens ici là. Venez ici là. C'est ici que ça se passe et tout. On a vu ça pour aller vers un peuple qui démontre et qui a démontré ces derniers jours que non, c'est bon. Et ceux-là sont au courant de ça. Comment ces gens, après quand même les tensions de ces derniers jours, on a vu quand même les images, les photos, les affiches du dieu Paul Biya être froissés, pas aux ambassades à l'étranger, mais au Cameroun, ce qui ne s'était jamais vu. Malgré ça, ces gens décident quand même d'aller vers ce forcing. Bon, moi, j'ai envie d'être à leur place, mais j'ai du mal à être à leur place. Comment vous interprétez ça? Comment on peut interpréter ce jusqu'au boutisme du clan Biya? Comment on interprète ça? Alors, c'est moi ou c'est Jean-Claude? Vas-y rapidement. Oui. Non, Jean-Claude aura le temps de parler, t'inquiète, on a famille. Si tu as, vas-y, et après il va... La réalité est qu'il faut comprendre qui est en face. En face, vous avez Monsieur Biya, au haut de la pyramide, et vous avez une armée de lieutenants relativement jeunes, dans les 50-60 ans. Si ça c'est jeune, je pense que c'est jeune, parce que si Biya a 93 ans et qu'il pense qu'il est jeune, alors quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans, alors il est un bébé. Alors, voilà la pyramide en face, l'équipe en face. C'est qu'au sommet de la pyramide, vous avez M. Biya, et juste après lui, vous avez une armée de lieutenants. Ces lieutenants, pendant que le peuple manifeste, pendant que le peuple fait tout ce qu'il est en train de faire, et que M. Biya se met à s'inquiéter, les gens qui donnent le courage à M. Biya, ce sont ces lieutenants qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je parle des Ngongo de la terre, je parle des Baboké de la terre, des Mvondoyolo de la terre, Mvondoyolo qui pense que non, comment il n'a été directeur du cabinet civil que pendant 6 ans. Comment on peut oser lui dire de partir? Et il conclut que vous allez seulement venir m'enlever avec les armes. Ça, ce sont ses paroles, hein? Parce que ces paroles m'ont été rapportées par quelqu'un qui les a entendues lui-même de la bouche de M. Mvondoyolo, qui ne comprend pas qu'il n'est là que depuis 6 ans et les gens veulent venir lui enlever à manger. Au nom de quoi? C'est le président qui est vieux. Ça, ce sont ses paroles. C'est le président qui est vieux. Lui, il n'est pas vieux. Vous avez donc des gens à côté du président qui pensent cela, qui vivent cela et qui savent que si le président tombe, ils sont tombés. Donc, et comme il y a un chef d'État déjà pas très dynamique dans ses beaux jours, qui se retrouve dans une situation quand même de 93 ans et qui dépend beaucoup de cette armée de lieutenants, de ces jeunes loups qui sont autour de lui, quand il écoute parler ces jeunes loups, il ne peut qu'être encouragé par ce qu'il entend. Et à la fin, il leur dit, bon, allez faire. Donc, lui, il gagne en temps quand il parle aux diplomates, quand il parle aux chefs d'État étrangers. Son jeu, c'est de gagner en temps pour donner la possibilité à ces jeunes loups de faire le travail qui doit être fait. Et je pense que c'était hier,
à une ministre du Cameroun très zélée qui n'a pas, et elle n'est pas passée par 4 chemins pour me dire elle dit, vous allez échouer. Quel que soit le cas, vous allez échouer. Et je lui dis, Madame la ministre, vous savez que vous, personnellement, avez fait de la fraude. Vous savez que vous avez payé des gens à Baganté pour que ce qui se passe dans l'Ondé soit fait. Vous le savez, nous le savons. Alors, quand vous dites que vous allez gagner, vous dites que vous avez gagné sur la base de quoi? Elle me dit, faites ce que vous pouvez faire. Donc, vous avez donc cette race de jeunes loups autour qui pensent qu'ils maîtrisent, qui pensent que rien ne peut leur arriver et qui disent, madame, la dame en question, elle est dans la même position que le directeur du cabinet civil, puisqu'elle n'est là que depuis quelques années. Et donc, venir dire, parce que quand vous parlez de Paul Biya, 43 ans, il y a des gens qui se disent, non, mais moi, je n'ai pas encore fait 43 ans. Ce sont ces personnes les premiers ennemis du Cameroun. Ce sont ces personnes qui font que jusqu'au moment où nous parlons, M. Biya ne soit pas encore parti. Parce que, et je vais vous faire une confidence, c'est que s'il y avait M. Biya et en face le peuple, je ne doute pas que ce serait résolu depuis longtemps, même sans prendre la rue. Je ne le doute pas. Le vrai problème de la situation actuelle, comme j'ai dit, sont les Ngongo de la République, les Mvondoyolo de la République, les Baboké de la République, les Ketia Cortés de la République, les Atanganji de la République. Voilà les ennemis du peuple camerounais en ce moment. Voilà les ennemis du Cameroun. Sans oublier Chantal Biya. Sans oublier Chantal Biya, l'épouse. Sans oublier Chantal Biya. Les Chantal Biya du Cameroun, du monde. Voilà les personnes qui ont pris la décision de garder le Cameroun esclave. Et je dis au peuple camerounais que si vous restez les bras croisés et que vous vous dites que, bon, voilà, Biya est vieux, dans tous les cas, il va partir, j'ai entendu certains dire ça, c'est qu'ils ne comprennent pas les forces en présence, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Je viens de vous dire que les vrais ennemis du Cameroun, ce sont ces personnes que j'ai citées. Ce sont ces personnes qui pensent qu'elles n'ont pas encore fait 43 ans. Pourquoi on veut les enlever? Et donc, si le peuple camerounais pense qu'en laissant passer maintenant, ce problème sera résolu dans quelques années, le peuple camerounais se trompe. Parce qu'entre-temps, si le peuple commet l'immense erreur de ne pas faire partir ce régime maintenant, ce régime va se renforcer et ce régime va le mater. Donc, le peuple sait ce qu'il a à faire. Il faut mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Ils sont connus, ils doivent être déposés, ils doivent être mis en retraite. Aussi simple que cela. Très bien. Jean-Claude, alors toi, explique-nous comment tu comprends cette problématique des gens qui connaissent l'histoire du monde, l'histoire des dictatures, qui sont là et ont en face d'eux un peuple qui a pris conscience de sa responsabilité, voilà, et veut aller jusqu'au bout. Mais ces gens-là persistent par les décisions qu'ils ont prises là tout à l'heure. Et Ben venait de nous expliquer que en fait le problème, c'est parce que ils sentent qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas encore suffisamment mangé. Mais sauf qu'ils savent aussi comment les dictatures finissent, dont la népalisation et puis j'ai appelé ça la népalisation malgache dans ces deux pays-là. Toi, comment est-ce que tu interprètes ce phénomène? Tout ce que tu as dit, que ce soit ou Ben, tout ce que tous les deux avaient dit tourne autour de ce qu'on appelle trivialement la mangeoire chez nous
En fait, il s'agit d'un jeu d'intérêt pour ceux qui sont là. Et suffisamment. Essayons de faire le décompte de ce qui se passe. Effectivement. Est-ce que je vais prendre la métaphore de la SNH? Est-ce que notre Société nationale des hydrocarbures, est-ce que tu vois ce qui se passe dans cette société-là aujourd'hui, où effectivement le président directeur général est très âgé et son épouse, qui est une pimpante yoyette tiktokeuse jeune, est celle qui se joue de nos milliards. En fait, elle récolte nos milliards, elle les transporte aux Émirats, à Dubaï, partout, où elle ouvre des sociétés écrans, comme si de rien n'était. En fait, on parle de la société, parce que même dans les autres pays où les gouvernants ont pris les membres de leur famille et qui les ont placés à la tête des structures comme la SNH, on a quand même vu que c'était des personnes avec un certain bagage, à la fois culturel et professionnel, qui leur permettait de rentabiliser l'entreprise, quitte à en croquer les prébendes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a pris une jeune fille Bac plus 2 qui est là, et parce qu'elle a épousé le président directeur général, qui est déjà aussi fatigué à peu près que notre président, eh bien, c'est elle qui gère la SNH aujourd'hui et en fait ce qu'elle veut. Elle gère la SNH comme une épicerie. On parle de notre Société nationale des hydrocarbures qui est gérée comme un salon de coiffure. Ça, c'est pour dire, et vous croyez que vous allez demander à des gens comme ça, qui gèrent autant d'intérêts, qui gèrent autant de milliards, de partir du jour au lendemain? Je crois que non. Il y a donc ça. Il y a le fait que tous ces gens qui sont en haut là, ils ont beaucoup de choses à perdre, mais ils ont beaucoup, ils jouent leur va-tout pratiquement. Et c'est pour ça que j'attirais l'attention des Camerounais pour leur dire que ce qui est en train de se passer n'est pas anodin. Et si on laissait passer cette fois, eh bien, nous qui sommes ici, on peut déjà se préparer à rester ici. Et ceux qui sont au Cameroun peuvent déjà se préparer à rester au Cameroun. Hein? Ils peuvent se préparer à rester là-bas et à laisser les gens jouir des biens de la République pendant au moins 50 ans encore. Donc, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, je le redis, ce n'est pas une affaire des Bamileke, ce n'est pas une affaire des ressortissants des trois régions du Cameroun. Je crois que véritablement, les gens qui sont là-haut sont en train de nous amener à perdre l'occasion rêvée qui s'est présentée à nous, même pour la réconciliation du Cameroun. Je le répète, dimanche dernier, dans les deux provinces, les deux régions d'expression anglaise, qui sont le nord-ouest et le sud-ouest, étaient en ghost town. Et ils ont décidé d'interrompre tout ghost town, tout boycott des activités. Ils ont repris simplement, exclusivement, pour respecter et participer au processus électoral en cours. Et le régime qui est en place à Yaoundé, qui refuse de céder la place, est en train de leur dire qu'ils n'auraient pas dû voter, ils n'auraient pas dû revenir, parce qu'il n'y a pas meilleure façon de dialoguer, de comprendre. Il n'y avait pas meilleure façon de ramener les fils et les filles des provinces du nord-ouest et du sud-ouest sur la table des négociations pour les faire sentir encore fils de notre pays. Ils sont sortis, ils ont voté en masse, mais ils ont voté en masse pour le rejet de ce régime qui a déjà duré 43 ans et que eux, ils tiennent pour responsables des maux qu'ils sont en train de traverser. Et malheureusement, les gens qui sont là à Yaoundé aujourd'hui, ils sont en train de dire aux populations du nord-ouest et du sud-ouest que leur vote ne compte pas, leur voix ne compte pas. Ils n'ont rien à dire dans la République, ils n'ont rien à dire au Cameroun et que c'est simplement eux qui décident. Et ça, c'est malheureux. Et je crois qu'il ne reste véritablement plus rien d'autre à faire, vu que on ne peut pas dialoguer avec ces gens de Yaoundé. La loi, ils ne la connaissent pas, ils ne la respectent pas, ils se disent que la loi, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui appliquent la loi ne s'applique pas à eux, la loi, c'est pour les autres et jamais pour eux. Et donc, ils peuvent faire de la loi ce qu'ils veulent.
il ne reste plus que la force. Et je crois à ce moment-là, véritablement, le peuple camerounais doit sortir en masse, en sachant que c'est son destin qu'il va défendre. Personne n'a jamais eu raison dans le monde entier d'un peuple qui se lève et qui sort. Lorsqu'on aura 1 million de personnes à Maroua, 1 million de personnes à Garoua, 2 millions de personnes à Douala, 1 million de personnes à Yaoundé, je suis certain. Est-ce que tous les deux, je vous pose la question, vous avez vu ce qui s'est passé dimanche dernier lorsqu'ils ont tenté d'aller intimider le candidat Issa Chiroma dans son quartier général à Garoua? Vous avez vu le bouclier humain qui s'est formé autour de la résidence et dans le quartier d'Issa Chiroma. C'est ça qui a dissuadé même les forces de l'ordre qui étaient instrumentalisées. Vous n'avez pas eu qu'il y a les morts, il n'y a pas eu de morts à Garoua. Parce que, et je crois que ce qui s'est passé, c'est ça que nous devons mettre en avant. Ce qui s'est passé à Garoua dans la nuit de dimanche est la métaphore que les forces de maintien de l'ordre peuvent rester républicaines si le peuple camerounais sort. Et ces forces de l'ordre seront du côté du Cameroun. Moi, j'ai également échangé avec quelques personnalités, quelques commissaires divisionnaires, quelques personnalités de l'armée qui pensent effectivement que... Et d'ailleurs, il y a eu un audio qui a fuité. Il a beau venir nous dire que c'était l'intelligence artificielle, que ce n'est pas lui. Mais vous et moi qui connaissons un tout petit peu les instruments de communication, on comprend, on sait effectivement que c'est un audio qui a fuité. Et d'ailleurs, son démenti même n'était pas virulent, pas pour le colonel Badjek que l'on connaît. Dans son démenti, si véritablement sa voix avait été trafiquée, je crois qu'il n'aurait pas fait le démenti qu'il a fait là, lui, qui a appris pendant des années à faire des communiqués chocs. Non, je crois qu'il n'aurait pas utilisé les mêmes termes, les mêmes éléments de langage qu'il a utilisés pour dire qu'il ne s'agissait pas de lui, parce qu'il n'a pas pris le risque d'incriminer les gens, même, et il n'a pas pris le risque de dire que voilà, on essayait de truquer. Non, il n'a rien dit du tout. Il a juste dit que si on avait besoin de lui, qu'on allait lui faire une interview sur place et qu'il allait donner son point de vue. C'était un drôle de démenti. Donc cela veut dire, et je le répète, en partant de ce qui s'est passé autour de la maison du candidat Issa Chiroma, du président Issa Chiroma, plébiscité par l'ensemble des Camerounais, que si le peuple camerounais se levait seulement un peu, c'est-à-dire 1 million de personnes à Maroua, 1 million à Garoua, 1 million à Douala, 1 million à Yaoundé, même 100 000 à Bafoussam, je suis certain que, comme disait Ben, le régime de Yaoundé, il céderait comme un château de cartes. Et ça, il ne le voit pas venir, obnubilé par l'illusion de puissance qui autrefois berça les Mobutu, les Ben Ali et autres avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils n'étaient pas si forts que ça. Ces gens-là, lorsqu'ils parlent, comme votre ministre de l'administration territoriale s'est repris de justice, ils oublient que si on lui enlève le petit gendarme qu'il est là, c'est-à-dire si 10 000 personnes, si 5 000 Camerounais sont à Yaoundé pour prendre ses bureaux, je ne crois pas que les quelques 2 ou 3 ou 4 militaires qui lui sont affectés vont pouvoir faire le poids. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et c'est ce qu'il faut peut-être encore expliquer pour la dernière fois, pour les prochains jours, avant véritablement que le peuple camerounais ne décide d'aller sur le terrain. Et ça, je crois que c'est une décision qui incombe au président plébiscité Issa Chiroma Bakary qui devra donner ce mot d'ordre. Mais là, tu as anticipé en fait la question que j'allais vous poser parce que on a un peu posé le décor, on a expliqué un certain nombre de choses et il faut qu'on se projette vers les perspectives. Le jour d'après. Le jour d'après, c'est maintenant. Puisqu'on sait déjà, en fait, ce qu'ils ont décidé. Et on l'a su quand le représentant du président élu a claqué la porte à cette commission-là. Il est sorti parce que, voilà, c'était plié sur le plan de la fraude. Mais nous avons les PV. D'ailleurs, il y a un des auditeurs qui pose la question à Ben. Je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question. Quels sont les PV que nous avons, que vous avez? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que le camp d'en face, le camp du peuple, le président élu Issa Chiroma, a-t-il l'essentiel des PV qui confortent la proposition du peuple
selon laquelle le peuple a gagné. Voilà. Donc, peut-être que tu reprends cette question. Mais maintenant, je dis, à partir du moment où on sait qu'ils ont décidé de faire un passage en force, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Et Jean-Claude a un peu anticipé, enfin, a un peu répondu à la question en disant que il faut maintenant que le président élu donne le là, donne le tempo, fasse un commentaire de la décision qui est déjà prise là-bas pour que le peuple sorte. Or, le peuple a quand même fait un entraînement dernièrement et a montré que oui, il peut répondre. Et toi, Ben, tu as la même position, c'est-à-dire que là maintenant, nous devons juste attendre le signal pour sortir et sortir dans la rue, sortir en nombre, parce qu'on sait que c'est le nombre qui permet de faire face à cette tentative de violence qui va forcément être mise en œuvre par le pouvoir. Tu penses aussi que maintenant c'est la rue et c'est le nombre qui doit prévaloir? Comment est-ce que tu vois la chose? Alors, à mon niveau, les choses sont claires. Hein, depuis le début de cette élection, c'était clair que ça finira par la rue. Parce que je ne suis pas le seul à penser cela. Je pense que la majorité des Camerounais pensaient et continuent de penser que M. Biya et son régime n'ont jamais eu l'intention de passer la main à quelqu'un d'autre. Jamais eu cette intention. Donc, dans ces conditions, ça ne peut que finir par la rue. Et en allant un point plus loin, moi je pense aussi que la manifestation, la révolution populaire que nous sommes en train d'appeler est une révolution qui mettra M. Biya hors d'état de nuire. C'est-à-dire que, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, si le peuple se lève en masse et que nous avons une grosse masse de personnes qui convergent vers le palais d'Etoudi, parce que c'est à Etoudi qu'il y a un imposteur, c'est à Etoudi qu'il y a quelqu'un qui a perdu une élection et qui refuse de sortir. Donc, il confisque un palais qui n'est pas pour lui. Alors que ce palais, au moment où nous parlons, devrait être habité par M. Issa Chiroma. Donc, c'est vers là-bas qu'il faut converger pour faire partir M. Biya du pouvoir. Et je pense que le peuple réussira cela en une histoire de 3 ou 4 jours si nous avons 500 000 ou 1 million de personnes dans les rues de Yaoundé, par exemple. Donc, cet objectif, en quelques jours, il est tombé parce que soit ils se mettent à tirer et lorsqu'ils tirent, ils comprennent très bien que leur fin est à la Cour pénale internationale. Et là, je parle et du chef de l'État, l'ancien chef de l'État et son équipe. Ils finiront très vite à la Cour pénale internationale s'ils donnent l'ordre de tirer sur le peuple. Donc, la seule option logique qui leur restera, s'ils sont logiques, sera simplement de comprendre que, bon, il faut partir. Et c'est vers là qu'il faut arriver. C'est à ce point-là qu'il faut arriver. Mais vous savez, lorsque vous luttez une guerre, je dis guerre, je ne parle pas de guerre armée, même si les Camerounais sont en droit de se défendre. Moi, je crois à une révolution. Dans une révolution, tout est permis. Tous les peuples ont le droit et l'obligation de se défendre. Si le peuple camerounais décide de prendre les armes, ce ne serait pas une mauvaise chose pour le peuple camerounais. Je suis citoyen d'un pays où ce sont les armes qui ont libéré les États-Unis face à l'oppresseur. Parce que la réalité est que lorsque vous avez en face quelqu'un qui pense qu'il a des outils que vous n'avez pas, tant qu'il pense qu'il a un avantage, la conversation avec lui est un peu difficile. C'est pour ça que vous voyez toute cette arrogance
du régime Biya. Ou lorsque vous leur dites quelque chose, parce qu'ils savent qu'ils ont et les moyens et les armes, ils vous disent n'importe quoi. Je ne suis donc pas contre, d'ailleurs, je suis pour une égalisation des forces en présence. C'est ce à quoi moi, personnellement, j'appelle. Et je dis que tout le monde qui pourra aider le Cameroun a l'obligation d'aider le Cameroun. Et chacun peut aider à son niveau. Je prends un exemple simple. Si vous voulez mobiliser des millions de personnes sur le terrain, il faut bien une logistique. Cette logistique demande de l'argent. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, certaines personnes recevront des appels. Donc, ceux qui sont en train, ceux qui ont la capacité financière de supporter cette révolution ne doivent pas hésiter. Ils peuvent être en Europe, ils peuvent être aux États-Unis, ils peuvent être en Arabie, je ne sais pas où ils peuvent être, mais la réalité est, si vous avez la capacité d'aider, ne restez pas tranquille. Ne restez pas tranquille. Faites ce qui doit être fait, parce que ceux qui marchent sur le terrain ont besoin d'un certain nombre de choses. Parce que si le peuple n'a pas cette petite chose qu'il faut pour une organisation claire, le peuple peut se fatiguer. Et c'est ça qui est la différence entre les fois où M. Biya a été capable de contenir une révolution, parce que ce n'est pas la première fois que le peuple camerounais décide de vouloir faire une révolution. Ce n'est pas la première fois. Mais les autres fois, le régime Biya a réussi parce qu'il a compris que le peuple en face n'avait pas les ressources financières pour tenir sur un temps. C'est pour ça que nous disons à ceux qui ont ces ressources financières, on ne demande pas d'avoir $1 million ou 2 millions de dollars. On dit simplement, si vous êtes en droit et si vous êtes capable d'aider, n'hésitez pas d'aider. Ça peut acheter, je ne sais pas, 5 bouteilles d'eau aux manifestants, ça peut acheter un peu de sucre aux manifestants, ainsi de suite, parce que la réalité est que cette organisation est d'une nécessité absolue. Et il faut que les uns et les autres, où qu'ils se trouvent, prennent conscience de cela. On parle ici de libérer un pays d'un régime qui s'est construit les moyens pendant 43 ans, qui, en plus de ses moyens financiers, a des moyens militaires. Je dois d'ailleurs vous dire à ce propos que les militaires ont déjà refusé un ordre de M. Biya, ou de celui qui parlait au nom de M. Biya, parce qu'un ordre leur a été donné et ils ont refusé. Cela nous dit que le fait que les militaires aient refusé de suivre un ordre de quelqu'un qui parlait au nom du président de la République, ça nous dit et ça nous conforte que les militaires n'entreront pas dans ce problème. Et j'ai parlé à plusieurs militaires qui me disent que ce n'est pas leur problème, ça ne les concerne pas. C'est un problème civil qui doit être traité par les civils. Donc, si un peuple décide de chasser hors du pouvoir un président illégal, et M. Biya est président illégal depuis le 12 octobre, alors ça fait que l'armée ne va pas se mêler de cela. Le peuple camerounais doit comprendre qu'il a le temps de son côté, qu'il a Dieu de son côté. Parce que la misère et la pauvreté sont ennemis de Dieu. Un régime qui appauvrit les gens, qui garde son peuple assoiffé. Moi, je suis choqué, parce que imaginez-vous en plein Yaoundé. Vous avez une facture que vous payez chaque mois, et vous la payez, elle ne change pas, mais vous avez l'eau qui vous arrive environ 50% du temps. Alors que vous avez des factures que vous payez
Et lorsque ça vient 50% du temps, le montant de votre facture ne baisse pas. Et lorsque vous avez la chance que l'eau coule, cette eau est soit rouge, et si vous êtes très chanceux, jaunâtre. Donc, les Camerounais n'ont pas d'eau potable. Même en plein Yaoundé, en plein Douala. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Plus de 50% du pays est sans électricité. Les 50% restants qui ont l'électricité ou qui peuvent dire qu'ils ont l'électricité n'ont pas de courant plus de 4-5 heures par jour. Ça devient un luxe. Vous êtes étonné le jour qu'on ne vous a pas coupé l'électricité. Vous devez donc avoir un groupe électrogène pour pallier à cela. Mais combien de Camerounais peuvent s'en payer? Donc, un tel système qui est perpétué par un gang, un tel système ne devrait pas être accepté. Les Camerounais qui sortent et qui marchent, les Camerounais qui sont allés dimanche dernier élire M. Chiroma président du Cameroun, c'est à ça que ces Camerounais pensent. Ils se disent, nous ne voulons plus d'un pays où la corruption devient la règle. Ou pour avoir quelque chose, il faut corrompre. Ou pour avoir un concours, il faut payer. Ou pour, je ne sais pas, obtenir justice, il faut payer un juge. C'est cela que les Camerounais qui sont sortis élire M. Chiroma, c'est ce qu'ils sont en train de refuser. Et le symbole de toute cette art, c'est M. Biya, le régime Biya, avec tout ce qu'il comporte. Donc, il ne faut pas se dire que c'est pour un homme, c'est pas parce qu'on en veut trop à M. Biya ou parce qu'on en veut trop à A ou B, c'est pas de ça dont il s'agit. Tous les Camerounais sont concernés parce que la même eau rouge ou orange qui sort des pompes des gens de l'opposition, c'est la même eau rouge ou orange qui sort des robinets des gens du RDPC. Quand on dit que le Cameroun est un pays où je sais pas le terme technique pour dire expectation life expectancy, je ne sais pas en français, c'est on dit l'espérance de vie. L'espérance de vie, voilà. Donc, imaginez un pays comme le Cameroun se retrouve avec une espérance de vie de 54 ans ou 55 ans. Est-ce que c'est normal? Quand vous donnez à vos citoyens de l'eau qui n'est pas potable, comment ils ne tomberont pas malades? C'est déjà vous qui n'avez pas d'hôpitaux. Parce que tout l'argent est parti dans les voyages pour aller être dans les hôpitaux à Genève ou je ne sais pas où. Il faut construire ces hôpitaux au Cameroun. Alors, imaginez donc cette population qui boit tous les jours l'eau orange, se retrouve donc dans une situation où elle est constamment malade. Comment un tel peuple ne va pas se révolter? Comment un peuple, vous entendez au Cameroun aujourd'hui, on va vous dire c'est la typhoïde, il a mal au ventre, c'est ceci. Mais comment ça ne va pas se passer avec le type d'eau qui est servi aux Camerounais? Alors, nous disons que pour le bien de la nation, M. Biya doit partir. Quand il était président élu, normalement, bon, voilà, il n'y a pas de souci. Personne ne lui contestait sa présidence. Aujourd'hui, le peuple camerounais a décidé de choisir M. Chiroma. M. Biya et son gang doivent respecter la volonté du peuple camerounais. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls Camerounais. Le Cameroun, c'est quand même 30 millions d'habitants. Comment des individus, une cinquantaine d'individus, peuvent penser qu'ils sont les plus brillants d'une nation de 30 millions de personnes? Au point où quelqu'un qui a 93 ans refuse d'aller à la retraite. Simplement parce que, bon, voilà, il faut mourir au pouvoir. Pendant le temps qu'on attend là au pouvoir,
il y a des millions de Camerounais qui meurent chaque jour à cause de la qualité de l'eau. Mettez-vous en route à Yaoundé. Mettez-vous en route à Yaoundé et regardez, comptez les tuyaux d'échappement. Regardez les tuyaux d'échappement des véhicules qui roulent à Yaoundé. La qualité de l'air, vous comprenez un peu. Simplement parce qu'il y a des lois, des gens ne veulent pas suivre et appliquer ces lois, les gens se font corrompre, décident de faire marcher tout et n'importe quoi, mais ça diminue la qualité de vie des Camerounais. Ça tue les Camerounais à péter. Ben, Oui. nous sommes d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai souvent fait des posts sur le plan médical parce que je fais aussi la sensibilisation pour expliquer au peuple, quand il y a eu cet événement-là des poubelles, des immondices dans toute la ville de Yaoundé, où j'ai expliqué aux Camerounais qu'en réalité aujourd'hui, il a été démontré par les études épidémiologiques que la pollution de l'air est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de risque des maladies en général et des maladies cardiovasculaires en particulier et de la mortalité. Et que la pauvreté est le facteur de risque le plus important de mortalité. Parce que qui dit pauvreté dit tout ce que tu es en train de décrire là. Ça, c'est une évidence. Et donc, les Camerounais doivent être conscients, et je pense qu'ils sont déjà conscients que à cause de la pauvreté imposée par ce régime, ils vont mourir plus tôt et en surnombre par rapport à la moyenne générale dans le monde. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont donc décidé de prendre leur destin en main. Nous sommes donc à ça. Heureusement que tout le monde a fait ce constat. D'ailleurs, on a écouté justement la jeunesse qui est sortie là et leur discours c'était ça, qu'on en a marre. Voilà. Alors, malheureusement, Jean-Claude est parti. J'espère qu'il y a un problème. Il va revenir parce que je voulais lui poser une question. Puisque tu l'as dit, tu as dit qu'il faut sortir. Il faut vraiment sortir en masse. Et il faut, quitte à même prendre les armes, il faut que les Camerounais sortent. Alors, moi, je voulais lui poser une question et tu vas peut-être répondre parce que c'est ce que un des internautes a écrit. Moi, je ne suis pas d'accord avec la conclusion de Mbedefouda. Nous n'avons pas de mot d'ordre à attendre de Chiroma pour sortir. Ne risquons pas notre révolution en comptant sur lui pour nous révolter. Et j'allais donc lui poser la question, mais maintenant je te la pose. Est-ce que tu ne penses pas qu'effectivement, M. Chiroma a fait son boulot, celui de battre campagne, de convaincre les Camerounais qu'il est peut-être la solution pour nous défaire de la tyrannie. Et après, il est sorti 2 jours après le scrutin pour dire « J'ai gagné. J'ai gagné. » Et je demande au président sortant de le reconnaître, de me féliciter et tout. Une fois qu'il a dit ça, moi aussi j'ai l'impression qu'il a fait son boulot, il a fait son taf. Maintenant, c'est au peuple. Parce que les émeutes de dimanche, c'est pas lui qui a dit à la jeunesse, sortez pour le faire. Ça a été un mouvement spontané. Et aujourd'hui, il faut un prétexte. Le prétexte est là. C'est qu'on a appris qu'il donne 60% à Paul Biya. Ben, le peuple doit sortir sans attendre un mot de Chiroma. Est-ce que tu ne penses pas qu'effectivement, Niébé Edo a raison de le dire? Oui, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir en masse. Donc, quand on dit sortir, c'est pas 1000 personnes. Parce que si vous êtes 1000, l'armée vous a très rapidement, pas l'armée, les forces de maintien de l'ordre, vous ont très facilement contenu. Et le débat est clos. Alors, si vous êtes 100 000, ça devient un peu plus compliqué. Si vous êtes 500 000, ils baissent les bras. Parce que, regardez les forces de police au Cameroun. Il n'y a pas plus de 90-95 000 personnes dans l'armée, c'est-à-dire militaires, gendarmes, policiers mélangés.
Vous voyez un peu. Donc, si on dit ils sont 100 000 et que vous avez 1 million de personnes qui décident de sortir, à Yaoundé par exemple, mais le débat est clos. Le débat est clos et une telle force de maintien sera très rapidement dépassée. Et je vous dis d'ailleurs qu'il y en aura certainement qui vont se joindre au peuple. Parce que les réclamations qui sont les réclamations du peuple sont aussi les réclamations de l'armée. Combien d'officiers, combien de soldats dans l'armée camerounaise n'arrivent pas à avoir d'avancement à cause des combines, que ce soit des combines d'ordre tribal ou des combines d'ordre sexuel? Ça se passe dans l'armée camerounaise. Ça se passe dans les forces de maintien. Combien n'ont pas toutes leurs primes parce que ces primes n'arrivent pas? Il faut changer ce système. Il faut qu'un système, le système qui vient, il faut qu'il soit un système bien pour tout le monde. Pas seulement le peuple en tant que civil, mais également le peuple en tant qu'armée, en tant que force de maintien de l'ordre. Donc, tout le monde a intérêt à ce que M. Biya tombe. C'est l'intérêt national numéro 1 au Cameroun aujourd'hui. C'est la chute du régime Biya. Rien que la chute du régime Biya est un facteur de développement. Je vous prends un exemple simple. Il y a quelques mois, le ministère des Finances m'avait donné un mandat pour aller chercher quelques financiers pour leur trouver de l'argent parce qu'ils n'en avaient pas pour payer les salaires. Alors, quand vous parlez aux financiers à travers le monde, l'une des premières questions qui vous sont posées, c'est bon, votre président là, on sait qu'il n'y a pas la démocratie là-bas, et puis bon, s'il meurt là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne souhaite pas la mort de M. Biya, on lui souhaite une très longue vie. Je suis simplement en train de reprendre des questions qui sont dans la tête de tout le monde. Parce que quand on a 93 ans, même vos enfants sont inquiets parce qu'on peut les appeler à n'importe quel moment pour quelque chose. Encore une fois, personne ne lui souhaite la mort. On souhaite qu'il ait une très longue vie. On souhaite simplement qu'il ait cette très longue vie loin du palais d'étoudie. Qu'il ait cette vie chez lui, comme un privé qui aura vécu une vie pleine, on dira ça comme ça. Mais en ce qui concerne l'homme, homme d'État, le Cameroun a besoin de quelque chose de totalement différent que ce qui nous est proposé par M. Biya aujourd'hui. Donc, la chute de M. Biya et du régime Biya sera un facteur économique important dans le pays. Ça relâchera les énergies dans le pays, ça amènera beaucoup d'argent dans le pays, ça fera en sorte que les gens se retrouvent dans un système plus ou moins juste. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a quelqu'un là que, vous savez, quand quelque chose refuse d'arriver, ça refuse d'arriver. Ça peut être à cause de qui est là. Il y a des gens qui ne veulent pas le Cameroun. Vous parlez du Cameroun, ils ne vous comprennent pas. Vous leur dites, bon voilà, il y a telle opportunité au Cameroun. Ils vous disent non. Passez. Lorsque vous aurez changé de président, on reviendra. Je parlais à des amis nigérians il y a quelques jours qui ils sont quasiment en train, et ces gars, ils étaient 6. Un groupe de Nigérians, les Nigérians, c'est-à-dire le pays voisin. Et ils disent, qui nous met au Cameroun? C'est-à-dire, vous pouvez voir la rage de savoir qu'il y a à la tête du Cameroun un monsieur qui a fait 43 ans. Et nos voisins au Nigeria, ils regardent cette histoire et ils disent, qui nous met dans ce pays? Vous comprenez un peu? Il ne faut pas que le Cameroun continue d'être la honte du monde. Le Cameroun ne doit pas. C'est un grand pays dont on parle. C'est un pays que tout le monde respecte dans le monde. Mais quel est le record d'avoir le plus vieux président au monde? À quoi ça sert?
C'est un record qui ne sert absolument à rien. Monsieur Biya est dépassé, Aimé. Il faut passer à autre chose. Il y a dans ce pays des Camerounais et des Camerounaises qui peuvent penser un meilleur avenir pour le Cameroun. Qui peuvent penser quelque chose de mieux pour le Cameroun. Oui. J'aimerais, hein, parce qu'on est quand même dans un live pédagogique. Oui. Et tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Claude aussi l'a dit, et nous sommes d'accord avec ça. Je pense que notre discours aujourd'hui devra amener nos compatriotes à comprendre que, en réalité, quand on parle de Paul Biya, on parle d'un vieux président qui a de la jeunesse qui est là, qui peut le remplacer et tout là. Il faudrait que nous nous entendions sur une chose. C'est que Paul Biya ne nous dirige plus. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya est politiquement décédé. En fait, Paul Biya, c'est un prétexte pour ceux-là. D'ailleurs, vous avez dit, ceux-là qui disent les coups, Ketia Courtes, les vendeurs que, mais je suis là que depuis 6 ans. Voilà. Donc, en fait, les fonds qu'on demande même, auprès des bailleurs de fonds, ce n'est pas pour que Paul Biya dirige. C'est pour que cette jeunesse-là, ces gens de 50, 60 ans, qui pensent que, non, si Paul Biya a réellement dirigé jusqu'à, disons, 85 ans, ben, eux, ils n'ont que 60 ans. Donc, ils ont encore au moins 20 ans. Et encore, nous savons tous que, quasiment tous, ceux qui ont une progéniture, placent leur progéniture dans la sphère dirigeante du Cameroun. J'ai toujours dit que moi, mon village, Bomolan Bengue, je suis Bomolan Bengue, mais dans mon chef-lieu, c'est Dibombari. Le sous-préfet de Dibombari, c'est le fils de celui qui est en prison là actuellement, qui est en prison avec sa femme, qui a volé beaucoup d'argent. Mebengo. C'est le fils Mebengo qui est sous-préfet chez moi. Et on sait que le fils Famendongo est sous-préfet ou préfet en Balmayo, et ainsi de suite. Donc en réalité, et tu l'as si bien dit, le peuple doit être conscient de ce que celui qui nous dirige aujourd'hui, c'est Chantal Biangongo et leur clique. Et qu'ils vont passer la main après. Parce que s'ils réussissent le coup là maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont mettre les mécanismes pour réussir encore le coup dans 7 ans. Et ainsi de suite. Et c'est leurs enfants qui prendront. Donc, exactement. Parce que en ce moment, s'ils passent, parce qu'ils ont compris qu'il y a des faiblesses dans leur système. Ils ont compris quelles sont les faiblesses de leur système. Et si le peuple fait l'erreur de les laisser passer maintenant, ils vont très rapidement tout faire pour corriger ces failles, pour mieux garder le peuple enfermé, et ce sera une catastrophe pour le peuple. Vraiment, il n'est pas possible pour le peuple. Ça ne devrait même pas être une option pour le peuple. Ce peuple devrait sortir à partir de lundi, en finir avec ce régime. C'est un régime dépassé. Il faut que ce régime se mette de côté et que celui que le peuple a choisi prenne le pouvoir et dirige le pays en sachant qu'il a des comptes à rendre à son peuple qu'il a élu. En ce moment, il y a des imposteurs. En réalité, ça devrait être la désobéissance civile partout. Ne recevoir aucun ordre du gouvernement parce que ce gouvernement est illégal. Il est dirigé, il a à sa tête quelqu'un qui a perdu les élections, qui usurpe la place de président et qui veut tout faire pour passer la main à son clan, sa famille et tout ce que vous pouvez penser. Le peuple ne peut pas se faire complice d'un tel crime. Le peuple a obligation de se lever pour mettre fin à ce régime. Et je t'assure, si le peuple sort, je dis il faudra 3 jours. Si on a à Yaoundé 500 000 personnes, à Yaoundé, 3 jours suffiront pour que M. Biya parte du pouvoir. Donc, en réalité, la liberté du peuple camerounais est beaucoup plus proche que le peuple le pense.
On ne parle que de sortir. Il faut sortir. Ben, Il faut faire partir ce monsieur. Ben, Oui, il y a Esther Mekonjo qui pose une bonne question et je te la poserai. Tu vas peut-être donner une ébauche de réponse, mais je tiens à rappeler à tous les Camerounais qui suivent ce petit média ABTV que demain soir, nous avons fait une émission spéciale sur qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique. Quelles sont les mesures à prendre pour démarrer le chassement dès lundi, comme a dit Ben. Et donc, Stéphanie, non, c'est Esther Mekonjo te pose la question. Comment le peuple peut se protéger de l'eau Mami Wata projetée par l'armée? Donnez au peuple les astuces de résister à cette sale eau infeste et des gaz lacrymogènes. Effectivement, je pense qu'il y a des méthodes parce que les manifestations, il y en a un peu partout dans le monde et tout. Je pense qu'on va essayer d'inviter des experts sur la question pour éduquer le peuple parce qu'effectivement, il y a des solutions. Alors Ben, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des besoins logistiques. Parce que lorsque les gars sortent, ils arrivent, il faut les voir. Il faut qu'il y ait un manteau. Il faut que quelqu'un prévoie. On dit, prévoyez un manteau lorsque vous arrivez, mais il y en a qui n'en ont peut-être pas, mais qui veulent participer. La logistique servira à cela. De telle sorte que il faut protéger de l'eau. Et en étant protégé de l'eau, il y a cette eau qui leur est envoyée, qui permettra qu'ils soient protégés. Il y a également quelque chose que nous avons vu ailleurs, où vous mouillez simplement un habit ou quelque chose, vous l'attachez. Il y a des yeux, vous portez des lunettes. Il faut que les lunettes couvrent tout. Oui, elles peuvent être transparentes. Et puis, même si le gaz lacrymogène vous a été envoyé, vous fonctionnez normalement. Donc ce sont des petites choses qu'il faut. C'est pour ça que nous disons qu'il faut une organisation. Il faut un soutien. Parce que lorsque le peuple décide de sortir, le premier réflexe du tyran, c'est qu'il va essayer d'intimider le peuple. Vous avez vu à Tchang où un colonel a décidé que bon, voilà, il allait étudier les enfants. Et que, bon, voilà, en l'expliquant, il allait montrer cela à la télévision. Donc il le fait et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que lui croit qu'il a atteint son objectif, alors que son problème n'a pas encore commencé. Donc c'est ce à quoi il faut faire face, se dire qu'il y a des gens qui vont par zèle. Parce que le comportement de ce, je pense qu'il s'appelle encore là, Abbas Saïdou, le comportement de ce monsieur n'est pas un comportement qui lui a été dit par quelqu'un. C'est que vous avez toujours, dans chaque administration, des personnes qui ont un zèle plus grand que les autres, qui pensent que, bon, voilà, ça devient général. Moi, je peux annoncer à M. Saïdou, il ne sera pas général. Parce que il va se passer, le peuple va mettre de côté le Sbia et son cas sera revu. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et tous ceux qui se mettront devant le peuple, tous ceux qui lutteront contre le peuple du Cameroun, ils devront faire face à la colère de ce peuple-là. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, quand je dis encore vraiment, demain soir, émission spéciale avec des spécialistes de la contestation et des méthodes. Jalaben Modo vient de nous donner quelques astuces. Voilà, drap mouillé, quelque chose, couvrir le visage, le nez, porter des lunettes, avoir un manteau. Il faut de la logistique. À propos de la logistique, il y a un think tank dans lequel je suis membre d'un think tank. Un think tank qui a constitué des gens sérieux. Où nous faisons des levées de fonds. Il y a déjà des levées de fonds. Demain aussi, on parlera de ça, des contacts, où est-ce qu'il faut envoyer de l'argent et parce qu'il faut de la logistique là-bas. Et Dieu sait que il faut que tu donnes l'exemple. Et j'ai
fait déjà un investissement assez conséquent. Alors j'ai comme l'impression qu'on ne t'entend pas. Ah bon? Vous ne m'entendez pas? Là, vous m'entendez ou pas? Non, qu'il y a un écho. Oui, comment que je parle? Oui, peut-être l'écho, oui. Toi, alors là, est-ce que vous m'entendez? Ben, là, tu m'entends? Oui, moi je peux t'entendre. Ok. Bon, alors, donc, on va demain, émission spéciale, même comment la logistique, il y a une opération, il y a des opérations qui sont en cours. Je pense que beaucoup de gens en ont, hein. On n'a pas le monopole, mais le think tank auquel j'appartiens a aussi une opération qui est déjà en cours. On va vous l'annoncer demain très rapidement, où les gens peuvent cotiser parce qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut soutenir tous les combattants qui sont sur le terrain. Il y a Donman sur TikTok qui dit Alerte Cameroun, ville morte en cours de téléchargement, partagez massivement. Moi, je souhaite même que nous n'utilisions pas cette expression consacrée qui a fait son entrée dans le jargon sociopolitique du Cameroun dans les années 90, les villes mortes. Parce qu'il ne faut pas, on n'a pas besoin de villes mortes. On a justement besoin des villes bouillantes, des villes où il y a de la manifestation. Il y a une opération coup de sifflet, où là aussi, dans ce que nous sommes en train de rassembler comme financement, ce sera pour acheter les sifflets au Cameroun. Le sifflet coûte, on a dit 100 francs. Mais en achetant des milliers, ça peut peut-être nous revenir à 50 francs. Donc, si chaque Camerounais qui se sent vraiment floué dans son être, les benskinners, tout le monde, chacun un sifflet, à siffler partout, aller autour des maisons de ces gens-là, siffler que la récréation est terminée. C'est terminé la récréation. Vous devez foutre le camp. Il faut du vous-vous-là un peu partout. Donc, c'est pas des villes mortes, mais plutôt des villes vous-vous-là, des villes bruyantes, où on va, entre autres, être dans la dynamique du chassement. Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Oui, exactement. C'est tout ce qu'il faut retenir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est l'objectif. Le but est que quand le Cameroun a marché, M. Biya sorte du palais d'Etoudi. Parce que ça, c'est le but. C'est que quand les Camerounais se mettent à marcher, et avant même que je ne continue, je voudrais parler à tous ces Camerounais-là qui seront au bord des routes ou qui seront ici. Sinon, personne ne devrait être au bord de la route. Peut-être les pro-Biya peuvent être au bord de la route, regarder, observer la libération du peuple. Mais si vous faites partie de ce peuple, joignez-vous à ce peuple parce que votre présence est importante. Votre présence est capitale. On intimide l'adversaire au nombre. Parce que lorsqu'il voit une foule s'avancer, il comprend que, bon, voilà, ça risque d'être compliqué. Donc, il ne faut pas que des personnes s'excluent. Il ne faut pas que ce soit l'affaire des autres. Je pense que les Camerounais, c'est la même eau que tous les Camerounais boivent. C'est l'air aussi pollué qui tue les Camerounais par la faute du régime Biya. Cet air-là, il va à tout le monde. Donc, il est important de ne pas s'exclure de la conversation. Il est important de rester. Si vous voyez les gens marcher, marchez. Marchez. Le but est d'enlever M. Biya. Il faut que le régime Biya, il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Ce pays peut mieux. Ce pays est capable de mieux. Ce que propose ce régime est dépassé. Donc, dans les faits, il faut, comme Aimé disait tout à l'heure, il faut avoir cette petite logistique dont on a besoin, ces petits outils dont on a besoin, mais il faut surtout garder en tête quel est l'objectif. C'est le palais d'Etoudi.
Ce n'est pas le ministère, je ne sais pas d'où, ou le ministère de A. Le but est que tout le monde, 500 000 personnes, 1 million de personnes, se dirigent, convergent vers le palais d'Etoudi pour déloger M. Biya de ce palais et que M. Chiroma soit installé dans ses fonctions. Donc, c'est ce que je voulais noter, Aimé. Je pense qu'on a beaucoup parlé. On est à presque 2h30 d'émission. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et bien dites. Et on va faire que prier déjà. Prier pour que le Cameroun ne brûle pas. Prier pour que nos efforts et notre combat ne nous demandent pas beaucoup d'efforts. Parce que tu l'as si bien dit. Normalement, une manifestation bien organisée et qui agrège le maximum de Camerounais, moi je pense que 3 jours même c'est beaucoup. En 2 jours c'est plié. En 2 jours c'est plié. C'est plié. Donc il faut que nous allons bien nous préparer là. Ce soir, demain, on met la logistique en marche et dès lundi, on enclenche le processus. Paul Biya doit partir. Et c'est à Yaoundé que ça se joue. Le game est à Yaoundé. Les autres villes auront seulement pour... C'est un peu comme dans une stratégie de guerre. Hein? C'est-à-dire il faut éclater... Il faut éclater les forces de l'adversaire. Pour qu'ils aient... Parce qu'ils seront obligés. Si on fait du bruit à Douala, à Tchang et tout, ils sont quand même obligés de maintenir quelques forces là-bas. Et ça va permettre, nous, parce que nous sommes en nombre, de foncer vers Etoudi avec le minimum d'adversité possible. Parce qu'ils seront quand même en train de maîtriser les populations ailleurs. Donc, toutes les villes doivent être en mouvement. Et dans cette ville-là, il y a des gens qui devront converger vers Yaoundé pour apporter du secours aux habitants de Yaoundé qui vont aussi manifester. Donc, en fait, nous avons besoin d'une stratégie, mais elle n'est pas compliquée. On a des précédents partout dans le monde, le Népal, la Madagascar et autres. C'est la volonté. Et chaque Camerounais doit se dire que je le fais pour moi-même, d'abord. Et je le fais pour tout le monde. Et que j'ai un bouclier qui est la masse. La masse est le bouclier. Si nous sommes nombreux, ils ne peuvent pas. Dans le monde d'aujourd'hui, globalisé, il n'y a aucun tyran qui peut se permettre de prendre le risque de canarder une bonne partie de la population. Car aujourd'hui, ça sanctionne rapidement. Parce qu'il y a tu n'arriveras pas à te maintenir par ce carnage. Tu n'arriveras pas. Mais sauf que tu vas finir simplement à la CPI ou ailleurs. Donc, n'ayons pas peur. C'est l'homme qui a peur. Ben, je te donne ton mot de fin et nous allons nous séparer et je te remercie vraiment pour ta présence. Alors moi j'invite les Camerounais à rêver. Rêver d'un autre Cameroun. C'est un Cameroun possible. Un Cameroun où M. Chiroma est président de la République est un Cameroun possible. Le peuple camerounais l'a déjà fait dans les yeux. L'a élu dans les yeux. Maintenant, il est question d'aller prendre ce qui est pour le peuple. Le peuple, à partir de lundi, doit engager le processus de transfert du pouvoir à M. Chiroma. Si ce processus est commencé lundi à travers le pays, avant mercredi, le Cameroun est une terre libre. Je peux le voir, il faut le voir, il faut se l'imaginer dans nos têtes et je pense qu'en le faisant, ce sera une réalité d'ici la fin de la semaine. Merci, Aimé. Très bien, Ben. Merci une fois de plus. Merci à Jean-Claude qui nous a entretenus pendant longtemps, mais qui a dû partir pour des engagements autres. Merci à vous, tous ces followers, web auditeurs qui étaient là. On a quand même été
plus de 700 en direct. Et ceux qui vont revoir après, et ceux qui sont d'ailleurs, qui restent toujours derrière les fenêtres, vous savez, hein, c'est pas tout le monde qui veut savoir qu'on sait qu'ils sont là. Mais on pense que le message va passer et demain aussi on va essayer de faire des podcasts de cette émission pour sensibiliser davantage. Mais nous devons tous être concentrés sur l'objectif, comme l'a dit Ben. L'objectif, c'est tout dit. L'objectif, c'est installer celui que nous avons voté. C'est ça l'objectif. On n'a pas un autre objectif. Et en plus, moi, finalement, vous savez que paradoxalement, ce game-là commence même à m'intéresser. Il commence à m'intéresser. C'est maintenant même que c'est même intéressant pour voir comment la bande de bandits, de brigands, constituée par Ngongo, Chantal Biya et les autres, mais comment ils peuvent s'imaginer qu'ils peuvent encore diriger ce pays pendant 7 ans? Mais c'est-à-dire que they are crazy. It's too stupid. It's too stupid. Donc, ça veut dire que moi, j'aime déjà ce jeu. Et nous allons jouer à ce jeu. Mais un jeu sérieux. Un jeu où nous devons être concentrés. Un jeu où nous devons nous investir sur tous les plans, même financièrement. Et nous en parlerons demain. Merci une fois de plus au peuple camerounais qui s'est réveillé, qui n'est plus dans les... toi, viens ici, mets-toi devant. Je veux voir mes enfants grandir. Le peuple est passé à autre chose. Parce que nous avons compris, et le peuple a compris qu'il n'y a aucun avenir avec ces gens. Aucun. Et s'ils passent encore, mes frères, là, ce sera une tyrannie assumée, décomplexée. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Merci une fois de plus et on se prend demain. Ben, je te remercie. Tu as fini par payer ta dette. Et je te remercie beaucoup. Ok. À très bientôt. Allez, voilà.